Bonsoir à tous, chers internautes. Bienvenue sur votre web TV Alpha Télévision. Nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui Jocelyn Lingoma, qui lui est expert en assistance en relation du travail. C'est le thème d'ailleurs justement qui va constituer l'ossature de notre échange tout à l'heure. Et nous allons avoir la possibilité également de comprendre ce qu'on entend par les fondamentaux d'un syndicat. Et pour commencer, Monsieur Jocelyn Lingoma, bonsoir. Bonsoir. Et nous vous souhaitons déjà bienvenue. Merci d'avoir répondu justement à notre invitation. Merci de me donner une fois encore l'opportunité d'édifier notamment les salariés et les employeurs dans cet environnement qui est assez complexe, qui n'est pas très bien compris dans notre environnement du travail. Et on remarque que vous avez arboré les couleurs du Gabon depuis la casquette jusqu'au polo. Alors, est-ce que c'était un signe de patriotisme? C'est véritablement un signe de patriotisme, parce que, à mon sens, j'ai l'habitude de le dire, la nationalité, c'est un état d'esprit. Et ce sont des symboles comme ça qui font que, des symboles qui sont transversaux à l'ensemble de nos différences culturelles, qui font la nation. Et je suis profondément nationaliste, dans des places à ceux qui ne veulent pas le comprendre. Je suis patriotique, je suis patriote, républicain, défenseur des valeurs de la République, et de l'éthique et de la morale. Voilà. Avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, c'est peut-être déjà aussi demander votre regard quant à la transition actuelle que connaît le Gabon depuis le coup de libération le 30 août dernier. Votre regard. Bien, comme tous les Gabonais, nous avons accueilli la transition comme une opportunité, comme une aubaine, de passer à autre chose, notamment de changer de paradigme. Nous y sommes, mais je pense qu'en une année de transition, à mon avis, nous n'avons pas assez d'éléments pour pouvoir, avec précision, en intégrant l'ensemble des stratégies et des méthodes pour pouvoir lire avec précision la vision et la destination de la transition. Moi, je crois qu'il est prématuré aujourd'hui de tirer les conséquences. On a des signaux qui sont envoyés. Certains pensent que parfois c'est des mauvais signaux, d'autres pensent qu'on est dans la stratégie parce qu'on sort d'un environnement, à mon avis, assez tumultueux. Ok, on ne peut pas, dans un système comme celui que nous avons connu, se débarrasser de grandes figures politiques que tout le monde a connues, quelle que soit la nature, on ne peut pas se débarrasser de ce genre de personnes comme ça d'un coup de baguette magique. Il y a des gens qui ont une capacité de nuisance dont il faut d'abord maîtriser l'envergure de leur capacité de nuisance, qui appartiennent à des cercles de pouvoir, à des réseaux. Donc, il faut identifier l'ensemble des réseaux, neutraliser les maillons les plus nuisibles, parce que parfois, dans ce type de réseau, les maillons les plus nuisibles ne sont pas visibles. On voit, en fait, nous voyons en premier ressort, des gens, en fait, qui n'ont aucune incidence dans la nuisance de ces réseaux. Donc, moi, je pense que la transition, c'est une opportunité pour chacun de se remettre en cause, déjà d'abord, et puis, pour repartir de plus belle, dans un nouvel environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus prospère. Il faut dire également qu'avant l'avènement du PTRI, les années antérieures, le Front social était quand même en ébullition avec des mouvements de grève un peu dans tous les secteurs d'activité. On a l'impression qu'aujourd'hui, la température a un peu diminué. Est-ce que c'est le constat que vous faites aujourd'hui? Bien le monde, sinon les syndicalistes, sont plus ou moins satisfaits d'une certaine façon de leurs conditions aujourd'hui? Bon, ce n'est pas une satisfaction des conditions de vie. C'est vrai, il y a eu avant justement les événements du 30 août 2023, il y avait du bouillonnement sur l'ensemble du secteur du travail, notamment dans le secteur privé, dans le secteur public également. Tous ces dysfonctionnements, il y a un ensemble de dysfonctionnements causés par la mauvaise gestion donc de l'ordre ancien, et avec l'avènement de la transition, il est tout à fait normal qu'on mette bas la terre, parce que c'est pas dans l'anarchie que l'on peut reconstruire une dynamique d'ensemble. Moi, je pense que ces mouvements sont dus, pas sensiblement. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on devrait laisser le bénéfice du doute à la nouvelle administration, qui d'ailleurs promeut la réhabilitation de la dignité des Gabonais. C'est le slogan. Je pense que les mouvements n'ont pas lieu d'être actuellement, parce qu'on ne peut pas construire justement dans un environnement tumultueux. Il faut poser bas la terre, regarder dans la même direction, mettre ensemble tous les outils qui permettront de mettre en branle ces chantiers
de la nouvelle République. Parce qu'il est question déjà d'abord, à mon sens, d'éduquer le type de citoyen que l'on voudrait voir rentrer dans cette nouvelle République. Vous savez très bien que la République a des valeurs à défendre. Et si nous avons des citoyens qui sont toujours habités par le mauvais esprit de l'ordre ancien, on ne risque pas de changer, on risque de faire une alternance dans la continuité. Et si on veut véritablement donner un nouveau visage, la révolution commence d'abord par le changement de mentalité. Et c'est l'éducation populaire, l'éducation au civisme et aux valeurs de la République, à la citoyenneté, qu'il faut déjà d'abord entreprendre. C'est pour moi le premier chantier de la transition pour pouvoir avoir en face des gens qui comprennent le sens de la République. Si on a en face des gens qui comprennent pas le sens de la République, ils ne trouveront jamais la nécessité d'engager certains chantiers ou de faire un sacerdoce dans le sens d'aller vers l'intérêt général. Donc, à mon avis, il est d'abord question justement de mettre en place cet environnement-là et la trêve qui ne dit pas son nom, qui est une trêve naturelle, parce qu'effectivement nous avons en face de nous une transition, qui est une nouvelle équipe, qui prône la défense d'un certain nombre de valeurs, et je pense que c'est nécessaire. Alors, avec vous, il faut dire que nous débattons sur les questions des fondamentaux d'un syndicat aujourd'hui. Nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes un expert en assistance en relation du travail. Alors, quels sont pour vous les fondamentaux qui permettent justement de pouvoir mettre en place un syndicat? Parce qu'on constate quand même dans on va dire dans l'environnement gabonais qu'il y a des syndicats qui mettent tout à venir. Bien. Mais la défense tout azimut des organisations syndicales est la conséquence d'une politique dans ce domaine. Je voudrais quand même revenir sur l'histoire parce que dans l'histoire du Gabon, la première organisation syndicale qui était un organe de base du parti unique, vous savez que comme nous étions dans le parti unique, cette organisation syndicale, la COSIGA notamment, était un organe de base du parti unique. Donc il n'y avait pas beaucoup de partis, il n'y avait pas autant de syndicats, il y avait un seul syndicat qui était un organe de base du PDG comme les PDG et tout le reste. Bien. Avec l'avènement vous avez d'ailleurs, on va dire, beaucoup milité pour, on va dire, c'est que cette centrale syndicale aujourd'hui n'est plus autant de force, puisqu'il y avait une sorte de bicéphalisme autour de cette centrale. Dans le bicéphalisme, ça existe toujours parce que il y en a qui estiment qu'ils ne peuvent pas se détacher, mais moi je pense que même dans les grandes républiques, quand les organisations de personnes ne sont plus en phase avec les réalités du moment, ben on mute, ok. Donc la COSIGA, comme je disais, avec l'avènement de la démocratie, a éclaté. Éclaté pourquoi? Parce que toutes les organisations syndicales qui ont vu le jour au lendemain de la démocratie, les leaders qui ont mené ces chantiers, ce sont des leaders qui ont appartenu à la COSIGA pour la plupart. Et ils sont partis de la COSIGA pour je dirais, des incompréhensions, le manque de transparence, le clanisme, la dictature qui sévissait. Et vous savez que la COSIGA, en tant qu'organe du parti, avait les réflexes du parti unique, qui faisaient que certains leaders syndicaux étaient livrés au pouvoir, parce que ils devenaient trop envahissants pour le secrétaire général qui était inamovible. Donc tout ce qui se présentait comme des adversaires, il fallait les écarter par tous les moyens. Donc, plusieurs organisations syndicales dans la même logique que les partis politiques qui se sont créés autour du PDG. Vous savez que le parti unique à l'époque, quand il y a eu l'avènement de la démocratie, plusieurs partis politiques se sont créés autour du PDG. Les partis satellites. Quand vous regardez, la majeure partie des partis qui se sont créés autour du PDG sont des anciens barons du parti unique. Et le même phénomène s'est produit avec la COSIGA, parce qu'effectivement, il y avait des velléités et il y avait pas des velléités, il y avait un réflexe politique dans le syndicalisme. OK? Et donc, nous, aujourd'hui, il y a une nouvelle élite syndicale qui se crée, qui est en train de créer une nouvelle dynamique pour s'arriver aux standards internationaux. Et donc, en ce qui concerne les fondamentaux, il est important de distinguer les organisations syndicales des employeurs et des salariés. Parce qu'on a comme l'impression que quand on parle de syndicats, on voit que les salariés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'employeurs pensent que ce sont des adversaires, oublient même que eux-mêmes, les entreprises, ils ont la liberté aussi d'appartenir à des organisations syndicales des employeurs, parce que c'est ce que la loi dit. Le Code du travail, dans ses articles 62 à 64, définissent
les conditions de création des organisations syndicales et explique notamment la liberté de s'organiser en syndicat avec le supplément des conventions internationales, notamment la 87, sur la liberté de s'associer en organisation syndicale. Voilà. Donc la création d'un syndicat, c'est quelque chose d'assez facile. Vous remplissez un certain nombre de conditions. Lesquelles de conditions, par exemple? Eh bien, pour créer un syndicat, vous n'avez besoin d'autorisation de personne. D'ailleurs, quand on crée un syndicat, on informe l'administration que nous avons mis en place une organisation syndicale. Et vous fournissez donc des statuts et règlements intérieurs, le procès verbal de constitution, la liste des membres du bureau qui composent le syndicat. En 3 exemplaires, vous déposez au ministère de l'Intérieur, au ministère du Travail, au gouvernorat, au tribunal. Et au bout de 2 mois, si le ministère du Travail ne vous a pas délivré le ministère du Travail, conjointement avec le ministère de l'Intérieur, doit vous délivrer un arrêté qui crée votre organisation, qui reconnaît autant pour moi la légalité de votre organisation syndicale, parce qu'on n'a pas besoin de l'avis de l'État pour créer une organisation syndicale. On dit au gouvernement que nous avons une organisation syndicale qui est créée, l'État reconnaît notre organisation syndicale par la nature des documents que nous avons déposés. Et donc, je pense que le tribunal, si on dépose au tribunal, il y a derrière des petites enquêtes de moralité qui sont faites pour s'assurer que les dirigeants du syndicat n'ont pas de casier judiciaire ou bien ne traînent pas de casserole et ils sont en règle, etc., pour pouvoir exercer leur activité syndicale. Et dès que ces éléments ont été, dès que ces enquêtes ont été remplies et menées, et que l'État est parfaitement rassuré qu'on a affaire à des citoyens modèles, eh ben, on déclare la reconnaissance de votre organisation syndicale. Mais la loi aussi prévoit que l'administration étant un peu souvent lente, les organisations syndicales sont créées librement. 2 mois après avoir déposé vos dossiers avec l'accusé de réception, au bout de 2 mois, la loi aussi dit que s'il n'y a aucune réponse, qui ne dit rien consent, s'il n'y a aucune réponse de la part des instances de tutelle, vous considérez que votre syndicat existe légalement. Quand vous avez déposé vos dossiers, dans la Constitution, votre syndicat est légalement constitué, vous pouvez démarrer vos activités. Parce que s'il n'y a pas de notification de la part de l'État, comme le prévoit la loi, ça suppose qu'il ne dit rien consent. Donc vous pouvez exercer votre activité syndicale, le temps que l'arrêté qui déclare votre reconnaissance vous soit attribué afin que vous soyez que vous publiez vos statuts au journal officiel. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on crée un syndicat, il n'y a pas plus, c'est pas plus que ça. Alors, aujourd'hui, au sein, on va dire d'une entreprise, il existe également, sinon il existerait des syndicats. Sauf que beaucoup ont du mal à comprendre un peu les missions, sinon le rôle, d'un syndicat. Votre avis? Bien. De façon générale, hein, le syndicat, c'est une organisation, c'est une corporation de travailleurs qui défend les mêmes intérêts matériels et moraux. Donc, un syndicat, c'est un regroupement de travailleurs qui défend les intérêts des salariés. Ou c'est un syndicat des employeurs qui défend également les intérêts des employeurs. Voilà. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. De la même manière également que sauf que dans certaines entreprises, beaucoup d'employeurs redoutent la mise en place des syndicats. Hein. C'est dommage parce que, comme j'ai mal dit, le syndicat au sein d'une entreprise a cette importance de consolider l'ensemble des revendications pour pouvoir les porter devant l'employeur afin de trouver des compromis sur des questions qui sont posées notamment en ce qui concerne les droits et les acquis des salariés. C'est de la même façon pour les employeurs, nous sommes régis par les mêmes dispositions de la loi, donc de la même façon que
les employés créent leur syndicat, les travailleurs, de la même manière également, créent leur organisation syndicale. Sauf que dans certaines entreprises, beaucoup d'employeurs redoutent la mise en place même, on va dire, des syndicats. Hein. Mais c'est dommage parce que, comme j'aime à le dire, hein, il n'y a pas de salariés sans employés, sans entreprise. Et également, il n'y a pas d'entreprise sans salariés. Et quand on crée une entreprise, c'est le capital qui crée les investissements. Donc, le capital et les immobilisations composent le haut du bilan d'une entreprise. La force d'une entreprise, c'est le capital et donc ces immobilisations. Parce que c'est le capital qui permet de créer l'outil de production, de construire les bâtiments, en fait, de construire tout ce qui permet de produire. Voilà. Maintenant, les employeurs qui pensent que le syndicat est un adversaire, je pense que c'est une grave erreur parce que nous avons un partage d'outils de travail. Ok. Donc, toutes les parties sont obligées de se mettre ensemble pour pouvoir permettre que l'outil de production soit opérationnel pour que chacun ait des bénéfices. Le salarié, son salaire, l'entreprise, ses bénéfices, considérant que l'employeur est aussi un salarié de l'entreprise. Ça, c'est ce que beaucoup d'employeurs oublient souvent, qu'on peut passer de syndicaliste à employeur ou bien d'employeur à syndicaliste. Parce que quand vous êtes employeur, vous pouvez perdre vos statuts de directeur général, par exemple, et devenir un salarié normal. On a le cas chez nous à la CNSS, notre ancien directeur, il est agent aujourd'hui. Donc, vous voyez bien que on est complémentaires, en fait. Et les employeurs qui prennent des organisations syndicales ou les leaders syndicaux pour des adversaires n'ont rien compris. Ils ne comprennent pas même l'environnement du syndicat. Parce qu'un syndicat, c'est une force de proposition qui a un compte pouvoir sur le niveau de l'employeur. C'est le syndicat qui permet à l'employeur de corriger un ensemble de dysfonctionnements dans le type de management qu'il mène. D'ailleurs, il y a des techniques qu'on apprend en ressources humaines pour pouvoir jauger, pour pouvoir mesurer le niveau de revendication des salariés. Hein, il y a des outils comme ça. Donc, un employeur doit d'abord être un bon syndicaliste. Donc, doit être un bon négociateur, doit comprendre la nécessité d'avoir un syndicat dans l'entreprise. Parce qu'une entreprise sans syndicat, considérant que le dialogue social est un outil de la décision, il risque d'avoir de mauvais outils d'appréciation dans la mise en place de son tableau de bord. Et le tableau de bord d'un employeur, c'est l'ensemble des indicateurs qui lui permettent de mesurer la performance de son entreprise. Et s'il manque des éléments déterminants dans votre tableau de bord, vous aurez une mauvaise appréciation. Et vous savez très bien que le climat social est un élément essentiel dans la mesure de la production, de la productivité de l'entreprise. Et le climat social dans l'entreprise est composé des partenaires sociaux, notamment la qualité du dialogue social qui est pratiquée dans l'entreprise, c'est-à-dire la culture syndicale que toutes les parties possèdent. Sauf qu'aujourd'hui, pour beaucoup, on va dire, les personnes qui regardent un peu les syndicalistes, un peu d'une certaine façon, estiment que pour certains, ils mettent en place des entreprises des syndicats par des motivations un peu malsaines, notamment l'appât du bien. Que pensez-vous justement de cette assertion? C'est une réalité qui n'est pas gabonaise, c'est une réalité qui est humaine. Et c'est là où je vais faire intervenir la responsabilité des salariés. Vous savez, c'est les travailleurs eux-mêmes qui créent les gourous, hein. Parce qu'une organisation syndicale ne vit que par l'activité de ses membres. Et tout à l'heure... Vous savez qu'à l'intérieur, on cotise pour les activités en interne, voilà. Également pour payer comment ça se passe? Toutes les activités, voilà. C'est ça que j'expliquais tantôt quand je disais que la création d'un syndicat, c'est la chose la plus simple. Et quand on a créé un syndicat, on existe sur le plan légal. Après, il y a la légitimité. La légitimité, c'est celle qui détermine la représentativité d'une organisation syndicale pour parler au nom des travailleurs. Donc, quand vous avez créé un syndicat, vous avez l'arrêté qui reconnaît l'existence de votre syndicat, ou bien vous avez fait les 2 mois après avoir déposé vos dossiers. 2 mois après, vous êtes une organisation qui existe. La seconde phase consiste à aller finalement recruter les adhérents. Parce que vous pouvez être une organisation syndicale, les premiers membres d'une organisation syndicale, ce sont les membres fondateurs. Ils sont aussi des salariés. Et vous pouvez être 9 dans un bureau exécutif d'un syndicat, vous avez parfaitement le droit de parler en votre nom. Le dialogue social étant inclusif, vous avez le droit de parler en votre nom. Et si le reste de l'entreprise n'est pas syndiqué, ils sont des sympathisants, ils vont subir le dictat de la seule organisation syndicale qui existe
dans l'entreprise. Et pour revenir à ce que vous dites, les syndicats qui sont créés sur la base des motivations pécuniaires n'iront jamais recruter des travailleurs. Pourquoi? Parce que s'ils recrutent des salariés, le syndicat n'étant pas une entreprise, donc le leader est un porte-parole, les adhérents du syndicat ajoutent leurs cotisations parce que c'est ça qui leur donne la qualité de la voix délibérative. Pour voter dans les décisions, il faut être ajouté ces cotisations. Ils ne font pas souvent cette phase de recrutement parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire à des gens qui leur rappellent le règlement intérieur et les statuts. Parce que ce sont les statuts qui régissent le fonctionnement d'une organisation syndicale, comme la constitution d'un pays. Quand vous en faites les règles, en tant que leader, en tant que secrétaire général d'une organisation syndicale, le congrès peut être convoqué par les travailleurs eux-mêmes en tant que mandataire. Parce que c'est eux qui vous donnent le mandat social pour parler en leur nom. Le congrès peut se réunir pour démettre un bureau. Parce que le bureau n'est plus en phase avec les aspirations pour lesquelles les autres vous ont donné le mandat pour parler en leur nom. Donc, les travailleurs ont leurs responsabilités dans la prolifération des syndicats alimentaires. Il faut rentrer dans les syndicats, prendre le contrôle des syndicats à travers les statuts, rappeler aux dirigeants du syndicat qu'ils ne sont là que parce que c'est votre volonté et qu'ils parlent en votre nom parce que vous leur avez donné mandat pour parler en leur nom. Mais de l'extérieur, vous ne pouvez pas demander des comptes à un syndicat pour lequel vous n'êtes pas adhérent. Et eux, n'ayant pas d'adhérents, n'étant qu'entre eux-mêmes les membres du bureau, ils font comme ils veulent. Et vous les subissez parce que vous n'êtes pas adhérent du syndicat. Donc ça veut dire qu'il peut parler au nom de ces derniers, mais ils parlent s'ils ne sont pas affiliés directement à... Ils ne parlent pas en leur nom. Ils parlent au nom du seul syndicat qui existe. Et le sympathisant, c'est celui qui récolte les fruits, quelle que soit la qualité des fruits. C'est-à-dire que vous estimez que bon, moi je n'aime pas les problèmes, je préfère moi faire simplement, voilà, bien, je préfère moi ne pas participer. Si ça marche, c'est tant mieux, je bénéficie de la récolte. Parce que quand eux, ils vont négocier, par exemple, les gains qu'ils font, ça bénéficie à toute l'entreprise, y compris même l'employeur. Et c'est pour ça que je veux revenir encore sur l'employeur, il n'a pas intérêt à mettre des bâtons dans les roues, parce que quand nous négocions pour les avancées, pour les avantages matériels et moraux dans une entreprise, lui, en tant que patron, il est également dans la grille des salaires de l'entreprise. Donc, si on nous augmente la prime de logement, ben, il va avoir une meilleure prime de logement que nous, parce que ça s'augmente en termes de pourcentage. Son salaire étant plus élevé que le nôtre, il sera plus nanti que nous. Donc, il n'a pas intérêt à nous empêcher de revendiquer, mais on revendique dans les règles, en respectant un ensemble de procédés qui sont en phase avec la loi. Voilà. Donc, pour revenir encore pour revenir à la responsabilité des salariés, si vous vous mettez en marge d'une organisation syndicale, eh bien, vous subissez le dictat des autres. Ils ont le droit, ils négocient pour eux. Mais comme la négociation, les bénéfices incombent à l'ensemble des travailleurs, y compris ceux qui n'ont pas négocié, mais vous allez, en tant que sympathisant, ben, subir le dictat des autres. Et rester justement dans des syndicats, vous allez chaque fois, donc, en fait, vous contenter de dire, oh, ils sont corrompus, vous contentez de ça, mais vous n'avez aucun moyen juridique pour les empêcher d'aller parler en votre nom. Pour le faire, il faut rentrer dans le syndicat, prendre votre carte, payer vos cotisations, être à jour de vos cotisations et faire usage de votre qualité de membre pour évoquer les statuts et règlements à l'endroit des dirigeants du syndicat indisciplinés. Voilà un peu les règles du jeu. Si vous restez en marge, vous n'allez malheureusement pas pouvoir faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que vous voyez tous ces syndicats-là qui traînent, qui pullulent les rues, dont la structure organisationnelle se trouve dans leur sac. Il y en a qui n'ont même pas de siège. Ils n'existent que de nom, parce qu'ils n'ont pas de membres également, mais légalement ils existent. Et ils ont le droit de participer au dialogue social, mais ils n'ont pas le droit de négocier au nom de la majorité. Mais s'il n'y a pas d'autres syndiqués, c'est eux qui sont le syndicat et c'est eux qui parlent en notre sens. Et il y a un autre problème également qui se vit au niveau du Gabon, parce qu'on a l'impression que parfois les syndicalistes, sinon parfois les actions menées par ces derniers, se confondent un peu à la politique. Est-ce que pour beaucoup, justement, n'utilisent pas cette casquette en tant qu'acteur civil pour se nier finalement dans la politique? Parce que c'est un peu confondu. Bien, il faut admettre que la politique, la frontière, elle est petite. C'est-à-dire que les objectifs entre les politiques et les syndicalistes, ils ont les mêmes objectifs, ils défendent les intérêts collectifs. Sauf que le parti politique a pour ambition de capter le pouvoir. Mais les syndicats n'ont pas une ambition de prendre le pouvoir. Les syndicats défendent les intérêts d'un groupe, d'une corporation de même nature, ou bien, voilà, les mêmes intérêts, le syndicat défend les mêmes intérêts. Donc la frontière, en fait, elle est assez délicate.
Les syndicalistes peuvent se mêler des faits des sociétés, tels que la vie chère, les problèmes sur l'impact de la religion dans l'environnement du travail, voilà. Mais la politique en tant que telle, vous ne pouvez pas, c'est interdit, d'ailleurs clairement interdit par la loi, vous ne pouvez pas être dans l'exécutif d'un parti politique et également dans un syndicat. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être dans un parti politique et dans un syndicat, c'est clairement interdit. Pourtant, on observe ici au Gabon. Mais c'est interdit. Vous avez le droit d'avoir une opinion politique, mais vous n'avez pas le droit d'être dans un parti politique. On a le droit d'avoir une opinion puisque nous votons. On a le droit, en tant que citoyen, on a le droit d'avoir une opinion politique. Et quand on manifeste notre opinion politique, on se dégage de l'étiquette du leader syndical que nous sommes pour s'engager, enfin, pour donner un point de vue. Mais on ne peut pas s'engager en politique quand on est en même temps syndicaliste. C'est interdit, c'est clair. Je crois que les choses sont claires à ce sujet. Maintenant, les amalgames qui se font sont liés au fait que plusieurs organisations syndicales sont en réalité des branches armées des hommes politiques. Plusieurs syndicats ont été créés pour déranger des adversaires qu'on voudrait dégager. Ok. Et comme on sait que ici, les réseaux sociaux aujourd'hui et les médias, etc., font un peu la part belle de ces gens parce qu'ils passent par les médias pour pouvoir communiquer. Ils sont incapables de tenir des assemblées générales parce qu'ils n'ont pas de personnes ils n'ont personne à mobiliser. Donc, ils écument des plateaux de télé pour faire un peu leur petit boucan et pour envoyer des messages, en fait, aux décideurs pour que les décideurs pensent, en fait, qu'il y a de l'agitation dans une entreprise. Et si on passe à la télé, on fait du boucan, c'est détendu trois télé, en fait, ils n'ont aucune mobilisation. Et ils font du boucan à la télé et puis, donc, les décideurs vont se dire, il y a trop de bruit dans cette entreprise, on va appeler pour dire, écoute, il y a trop de bruit dans cette entreprise. Parfois, ils demandent même le départ d'un dirigeant. Quel est le lien entre une revendication syndicale et puis la tête d'un directeur général? Ça, c'est qu'on a un problème, personnel. Voilà. Mais ça, c'est souvent motivé par des gens qui ont tout intérêt à ce que un dirigeant d'une entreprise soit dégagé, parce qu'il a l'intention soit d'occuper la place, soit que quelqu'un pour lequel il milite occupe la place. Et il me semble que c'était votre combat lors de justement des mouvements de grève qui a eu lieu il n'y a pas longtemps au niveau de la CNSS. La tête du directeur général avait été demandée. Vous étiez l'un meneur aussi. On n'a jamais demandé à quel directeur général. On a demandé le rétablissement d'un droit qui avait été aliéné. On n'a jamais demandé à quel directeur général. Évidemment, il y a quelques manipulateurs qui pensaient que, il y en a, moi, en ce qui me concerne, vous pouvez prendre toutes les vidéos dans lesquelles j'interviens. J'ai d'ailleurs dit, nous n'avons aucun problème personnel avec un directeur général. Nous voulons simplement qu'on nous rétablisse nos droits. Nos droits ont été aliénés. C'est une violation des dispositions de la loi. Nous voulons simplement que nous soyons rétablis dans nos droits. Point barre. On n'a rien à faire avec celui qui est là. Tant qu'il pratique du management participatif, tant qu'il est correct, nous, on n'a pas de problème avec lui. On n'a pas de problème avec ça. Je n'ai jamais, moi, manifesté pour demander la tête de qui que ce soit. C'est jamais fait ça. Pour rester dans ce sujet, est-ce que finalement la sérénité est revenue dans la maison CNSS? Bien. La sérénité, bon, à notre avis, il y a des signaux qui sont envoyés qui ne sont pas négligeables, hein, parce que, bon, il y a des directeurs généraux des précédents directeurs généraux qui n'ont jamais pratiqué de cette façon. Aujourd'hui, par exemple, la nouvelle direction générale a ouvert un dialogue social élargi aux organisations des retraités. Vous imaginez ce type d'innovation. Donc, la direction générale a estimé que le contexte dans lequel nous venions, c'est une dégradation additionnelle des situations pendant plusieurs années qui ont abouti